Depuis la gare, un petit taxi couleur sable se faufile le long des remparts. Nous sommes à Marrakech, au cœur de la vieille ville. Au passage, les fameuses calèches de la ville défilent. Elles sont aussi indispensables dans le paysage que les gondoles à Venise. Magique Marrakech, qui offre 1001 sortilèges. Classée cité impériale, cette ancienne capitale, au temps de sa gloire, a donné son nom au Maroc. Construit à l'origine par Ali Ben Youssef, vers 1126, ces remparts devaient protéger la ville. Édifiés avec les moyens du bord, en argile, ils ont résisté au siècle. Flanqués de centaines de tours carrées, ils sont percés de plusieurs portes monumentales appelées Ra, successivement agrandies, restaurées, selon les mêmes techniques et classés monuments historiques. Les remparts participent à la magie de la vieille ville. Djemma El Fna. L'immense place, où bat le cœur de la cité, séduit d'emblée, non seulement pour son spectacle permanent, mais aussi pour l'impression soudaine de baigner en plein Moyen-Âge. Elle est le rendez-vous des visiteurs du monde entier, mais surtout, elle est le lieu de rencontre des Marrakchis et des montagnards venus de l'Atlas, des nomades et des berbères du désert. Ils sont là pour négocier leur artisanat. Les porteurs d'eau sont les vedettes de Djemma El Fna. Dans le désert, l'eau est la récompense, le lien d'amitié que l'on partage, un signe de bienvenue que l'on offre avec le thé à la menthe. Les cloches, que font teinter les porteurs, annoncent leur venue. Autrefois, ils approvisionnaient en eau les Marrakchis. Ils bénéficiaient ainsi d'un statut privilégié. Le tourbillon des animations de Djemma El Fna commence dès le matin. C'est d'abord un marché où l'on vient se ravitailler. L'après-midi, la place se transforme en un gigantesque bazar et un music-hall en plein air. Baladins, battleurs l'animent jusqu'au soir. Les charmeurs de serpents ont beaucoup de succès. Un orchestre de tambours et de flûtes précède un fier cavalier. Sur son cheval blanc, richement harnaché, il promène un garçonnet en barnou blanc. Pour l'enfant, il s'agit d'une récompense. Il vient d'être baptisé et circoncis. On s'agglutine en cercle serré autour des conteurs ou des diseurs de bonne aventure. On flâne autour des musiciens.
Déambuler parmi les stands des restaurants ambulants, où officient les chefs cuisiniers, est une excellente introduction à la cuisine marocaine. Épices à foison, citrons confits, conserves en saumure, olives préparées sont un délice de senteur, une débauche de couleurs. Parmi les personnages étonnants, les arracheurs de dents. Leurs étals feraient tomber en syncope tous les douillets de la planète. Qu'importe, les clients ne manquent pas. L'arracheur de dents commande ses connaissances, explique ses méthodes archaïques, livre médical à l'appui. Il raconte qu'ils ne font jamais mal, notamment grâce à une pâte secrète à base de girofle. À côté, un groupe de musiciens chante et joue haut et fort, peut-être pour couvrir les cris de celui à qui on arrache une dent. Des chants plus ou moins improvisés, où sont passés en revue les événements principaux de la vie tribale. Ce sont des sortes de dialogues chantés, une musique très vivante, particulièrement appréciée par le peuple. Autre variante des tièdes nuits Marrakchi, la Palmeraie. C'est l'un des plus beaux restaurants en plein air. Sous de luxueuses tentes caïdales, au sol couvert de tapis, on s'installe autour de tables rondes et basses, calées dans des coussins. Champagne et kémia pour commencer, puis couscous savoureux. Au dessert, le spectacle peut commencer, digne d'un Hollywood Marrakchi. Un mystérieux dromadaire passe, avec son palanquin au rideau clos. Plus tard, la fantasia se déchaîne. Toujours sur des chevaux au galop, des équilibristes montent une pyramide. Le feu d'artifice, en cascade argentée, précède le défilé de tous les artistes. Chanteurs et danseurs viennent des quatre coins du désert. Au final, les cavaliers font saluer leurs chevaux, des révérences dignes de l'école de Vienne. Marrakech s'éveille. Derrière Djema El Fna, c'est l'univers fabuleux des souks. Selon la coutume, ici rien ne s'achète sans marchandage. Des marchandages non dépourvus d'humour.
mais on y vient aussi pour le seul plaisir des yeux. Dans les souks, les commerçants, les boutiques et les échoppes en rang serré sont répartis par corporation et par quartier. Une foule bigarrée se presse dans ces labyrinthes, ombragés de claies et de roseaux. Certaines femmes sont habillées de cafetans. Elles portent le mouchoir brodé sur le visage. D'autres femmes sont en jean ou vêtues à l'européenne. Le moderne et le traditionnel se côtoient sans problème. Costumes, jeans et djellabas défilent. Devant leur boutique, les commerçants ailent les passants. Au souk des vêtements, on peut choisir son cafetan ou des étoffes précieuses comme les brocarts. L'essayage se fait dans la rue. On demande aussi l'avis de ses amis. À côté des boutiques, il existe les étals. On y expose à même le sol toutes sortes de coupons de tissus et des vêtements. Et on attend patiemment l'acheteur. Au souk des épices, le plus odorant et le plus coté, il y a des découvertes à faire. Là ne se vendent pas seulement du poivre, du cumin ou du gingembre, le curieux trouvera aussi des articles de toilette et des parfums, comme de l'ambre gris, des boutons de rose séchés, du kaol pour souligner les yeux ou des fards berbères. L'eau de rose et l'eau de jasmin sont aussi très populaires. On en arrose sa maison. Ici, ce sont des caméléons dans une cage. Parce qu'il change de couleur, le caméléon est perçu comme un animal surnaturel, capable de chasser les mauvais esprits. La chair du caméléon est, paraît-il, très employée en médecine traditionnelle. Chez les herboristes, on trouve toutes sortes de senteurs de la rabille, des quantités de poudre de pierre et d'huile bizarre, comme le gassoul. Il s'agit d'une sorte d'argile qui sert de shampoing et fait briller les cheveux. Au souk des babouches, on a l'embarras du choix pour les couleurs. Les babouches pour femmes sont garnies de broderies dorées ou argentées, de dessins. Dans la rue Souk El Kébir, le visiteur découvre les maroquiniers. Dans les ateliers, il est facile de suivre la façon dont le cuir est travaillé, décoré. Le souk Chératine est réservé aux marchands d'articles de cuir. Et voici le quartier des tanneurs. Marrakech a toujours été le grand centre du sud marocain de ramassage de peau et de laine. Le quartier des tanneurs est installé derrière les souks. Ici, les vents dominants ne risquent pas de rabattre sur la ville les odeurs fortes et fétides émanant des cuves. L'endroit est impressionnant. Chaque tanneur possède en moyenne 7 cuves à chaud et 6 fosses à tanin. Et les opérations de délainage des peaux de moutons, de dromadaires ou de vaches se font encore comme autrefois. Les peaux sont grattées, lavées, rincées. On les laisse tremper puis on les sèche, étalées au soleil. À l'origine, l'activité du tanneur était considérée comme noble. Seuls les dignitaires pouvaient diriger les tanneries. Le ferronnier, avec des matériaux de récupération et des métaux, forge des lustres, des cages ou des appliques. Les tables et guéridons font également partie de ses spécialités. Sculpter avec ses pieds des objets en bois exige une grande habileté. Il faut une adresse peu commune et des années de pratique.
Exercice difficile s'il en est, ce coffre de mandoline a été creusé à la main dans un seul morceau de bois massif. La foule se presse pour le marché aux ânes. Berbères venus du sud et montagnards en gandoura de laine brune, commerçants et acheteurs, ils sont tous là. On regarde, on examine et surtout, on marchande des heures. Entre deux discussions, on va faire ses provisions d'épices pour le couscous et les tagines. Le paysan a amené aussi sa récolte de pommes, un autre ses oignons et ses melons. La Médina, la vieille ville de Marrakech, est reliée à la ville nouvelle par la vaste avenue Mohamed V, une avenue qui s'inscrit dans la perspective grandiose de la Koutoubia. Cette Marrakech moderne s'appelle le quartier de Guélise. On le doit à un urbaniste français qui en a tracé les plans. Son autre chef-d'œuvre, la Mamounia, est le palais mythique de la ville. De la terrasse de la Renaissance, la vue sur Marrakech est impressionnante. L'occasion de constater aussi l'ampleur des embouteillages. Au sud du Guélise se trouve l'Hivernage, un quartier verdoyant aux villas cossues et aux hôtels luxueux. C'est une sorte de zone tampon entre la ville moderne et la Médina. Les calèches, attelées de chevaux, sillonnent la ville et ses alentours, sans craindre la circulation motorisée. Moyen de transport indispensable, elles peuvent aller partout dans la cité. Ici commence la Ménara, un immense bassin entouré d'un vaste ensemble de jardins, un véritable petit paradis. Il fut sans doute creusé au XIIe siècle.
une courte halte à la manufacture de tapis. Ce sont surtout des jeunes filles et des jeunes femmes qui y travaillent. Leurs doigts sont plus fins et elles ont l'adresse pour nouer en un temps record plusieurs brins de laine sur la trame du métier à tisser. Des brins de laine dont les couleurs sont choisies en fonction du dessin du tapis. Coup d'œil chez un dinandier. Il travaille le cuivre. Il le martèle, le creuse et le décore avec une infinie patience. Pour en faire des coffres, des heurtoirs, des lanternes, des cruches, des récipients ventrus et des cafetières effilées. Les plateaux de toute taille et de plusieurs couleurs sont particulièrement séduisants. Cousins des azuleros espagnols, les éligues sont une spécialité du Maroc et leur utilisation de nouveau très en vogue. Il s'agit de carreaux de céramique colorés, taillés en petits morceaux selon des formes définies. Placés à l'envers dans un cadre de bois, on les recouvre ensuite de mortier pour les fixer. Ces mosaïques ornent d'ordinaire le soubassement des murs des villas ou des hôtels. Voici la Mamounia. Ce palace de légende, probablement le plus magique d'Afrique, se situe à l'intérieur des remparts de Marrakech. Son jardin extraordinaire, de 14 hectares, fut construit au XIIe siècle. Quelques siècles plus tard, le sultan Sidi Mohamed l'offrit en cadeau de mariage à son fils préféré El Mamoun, d'où le nom la Mamounia. Des fêtes raffinées y furent longtemps données. L'hôtel fut construit en 1922, dans le style Art déco. On y distingue également une inspiration hispano-marocaine. Depuis, il a été rénové avec un admirable souci du détail.
Winston Churchill se rendit à la Mamounia dès son ouverture. Il adorait tellement l'endroit qu'il y revint toute sa vie. La suite où il a séjourné porte son nom. On y a même laissé des objets et des photos lui appartenant. Depuis la création de ce palace des Mille et une nuits, tous les grands de ce monde sont venus y passer quelques jours. De Ravel à De Gaulle, de Colette à Edith Piaf, d'Orson Welles au président Roosevelt, de grands noms ont marqué ce lieu. Raffinées jusque dans les moindres détails, les chambres disposent de vérandas donnant sur les jardins. Mais le charme de la Mamounia ne vient pas seulement de son décor, de son cadre majestueux ou de l'enchantement de ses jardins face au désert. Ici, c'est tout un art de vivre que l'on cultive. L'ambiance est incomparable.